Babillard social, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Babillage social, le podcast du social et du médico-social. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'enregistrer au café associatif Le Petit Grain à Bordeaux. Et je suis Ayat Kamissi. Je suis Sylvain Barlion. Alors aujourd'hui, Sylvain, on va parler de communication. Et oui, dans mon métier, on parle beaucoup de ça, de communication, mais entre ce qu'on pense avoir compris et ce que l'autre voulait vraiment dire, il y a parfois tout un épisode à raconter. Et pour en parler justement, nous avons le plaisir d'accueillir deux professionnels qui savent à quel point un regard, un malentendu peut parfois tout changer. Marie-Ange, Alice, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Alors merci à vous d'être à notre micro aujourd'hui. Et avant de vous laisser la parole pour vous présenter et nous raconter vos anecdotes, on voudrait vous faire écouter quelque chose. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Alors, on imagine que ça fait un peu écho à ce que vous pouvez vivre. C'était le dîner de con. Et oui, un extrait du dîner de con avec Thierry Lhermitte et Jacques Villeray. Un classique. Oui, tout à fait, culte. Ben là, on est vraiment dans le sujet des malentendus et des quiproquos. Ah ouais. Alors, est-ce qu'on peut vous laisser un petit peu de temps pour vous présenter d'abord ? Oui, donc moi, c'est Marie-Ange. J'accompagne un public sourd et déficient auditif depuis 3 ans maintenant. Et avant cela, je travaillais dans un IME spécialisé dans l'autisme. Okay. Voilà. Et moi, je suis Alice, donc je suis monitrice éducatrice et j'accompagne des enfants et des adolescents sourds avec troubles associés depuis 6 ans. Et alors, cet extrait, ça vous dit quoi ? Ça vous rappelle quelque chose ? Est-ce que vous avez du vécu ? un petit vécu à nous raconter par rapport à ça ? Ah ça rappelle clairement notre quotidien. Il y aurait beaucoup d'exemples à donner. Mais ça me rappelle notamment un jeune, là, il n'y a pas si longtemps que ça, qui est sourd et qui communique avec la langue des signes, la LSF. Et en fait, c'était le soir et il vient me voir et il me dit demain, cinéma. Et en fait, il faut savoir que le signe de cinéma est très proche du signe de nuit. Et donc moi j'avais compris à demain bonne nuit. Et effectivement du coup je lui dis mais super bonne nuit à demain. Puis il me regarde et il me dit mais je vais pas dormir, pourquoi à demain bonne nuit. Et en fait il me dit cinéma demain, d'accord. Et puis, voilà, bon, c'est un exemple, mais ça me rappelle un peu ça, ouais. Mais du coup, vous vouliez aborder la question de la communication. Alors effectivement, quand on travaille avec des enfants sourds, quel enjeu ça a, des enfants sourds ou des enfants autistes, parce que vous avez aussi ce public-là, quel enjeu ça représente la communication ? Mais je pense que c'est surtout... comment dire moi je dirais que c'est la base un peu de la communication, quoi. Okay. C'est ce qui nous relie, c'est comme ça aussi qu'on peut rentrer en relation, mais par contre il y a plein de types de communication différents. Ça passe pas forcément par la LSF directement. Moi qui ai travaillé avec des enfants, il n'y avait pas forcément la LSF dès le départ, donc voilà, ça peut passer par plein d'autres choses avant la parole ou la LSF. Ok. Mais quand vous êtes arrivé à travailler auprès des sourds la première fois, justement, du coup, vous maîtrisiez la LSF ou pas du tout ? Comment ça s'est passé ? Comment vous êtes débrouillé ? Ouais, pas du tout. Pas du tout. En fait, c'était un peu... moi, ce qui se rapprochait le plus, c'était les soirées mimes que je faisais avec mes amis, quoi. Vraiment, c'est arrivé, je comprenais rien. Et en fait, je suis assez forte dans les jeux de mimes. Donc, non, mais c'est vrai, je suis passée par le mime, par voir les images, etc., pour me faire comprendre. Et surtout, pour essayer de comprendre... j'ai demandé aux jeunes d'expliquer d'une autre manière, en tout cas, qu'avec des mots, des signes concrets.
Et c'est vrai qu'au tout début, je me suis demandé, mais je vais jamais m'en sortir, quoi. Je vais jamais réussir à communiquer ou à... Qu'est-ce que je fais là? Ouais, mais j'avais cette question. Est-ce qu'il y a des fois le sentiment d'impuissance, en fait, de dire putain, mais je vais pas réussir à communiquer ou à parler avec cette personne, et pourtant je suis là et je dois travailler, je dois m'occuper d'elle. Mais comment on gère ça Ben, je pense que c'est dans le quotidien. Enfin, paradoxalement, on en discutait avec Alice tout à l'heure, et c'est vrai qu'on se disait, mais bizarrement, on était complètement perdus, mais pour autant, on avait encore plus envie de découvrir ce monde, en fait, parce qu'en fait, c'est vraiment un monde à part entière, hein, et c'est comme si on va dans un nouveau pays et qu'on connaît pas du tout la langue du pays, et on arrive et on doit, on est dedans, on doit faire avec les moyens du bord, quoi. Voilà, se débrouiller au début. C'est vrai que moi je me rappelle, je suis allé en Angleterre un petit peu, je travaillais là-bas, je travaillais un petit peu au Cambodge, à l'étranger, donc c'est dans des pays où c'était pas ma langue natale, et en fait des quiproquos, des malentendus, j'en ai fait 20 000, et en fait, ce que je trouvais intéressant, c'était que derrière, ça générait la plupart du temps des sourires, des rires, et en fait, ça génère de la relation. Alors certes, ce qu'on voulait dire, c'est tombé à plat, mais n'empêche que finalement, c'était plus l'intention de communiquer. J'avais l'impression qu'ils prenaient le pas sur réellement ce qu'on arrivait à dire. Ça passait un petit peu au second plan. Et en LSF, ça me l'a fait beaucoup parce que alors il faut savoir que le signe je ne veux pas est très proche du signe fesse. Voilà. Le signe poubelle est très proche d'un signe à caractère sexuel. Okay. Je l'ai fait aussi. Ah oui. Je les ai toutes faites. Ouais, franchement, je les ai toutes faites. Donc, une fois, j'ai demandé à une jeune fille si ce week-end elle mettait la capote. Et en fait, mais tu voulais lui demander si elle voyait son fiancé. Ah oui. Parce que le signe capote et fiancé, c'est pas si loin que ça. Toi, tu voulais lui demander si elle voyait son fiancé. En fait, tu lui as demandé si elle je lui demandais si est-ce qu'elle voit son fiancé ce week-end. Je lui demandais si elle mettait une capote ce week-end. Alors, quand il y a des quiproquos comme ça, alors nous là, ça nous fait marrer, c'est super drôle. Mais est-ce que les personnes sourdes, elles se vexent? Ou ça les fait rire aussi? Moi, j'ai pas eu cette expérience de mémoire. Moi non plus. Je pense que ce qui peut être vexant parfois, c'est plus les expressions françaises. Oui, que nous on utilise et que des fois on essaye de traduire, donc on fait du français signé. Okay. Et là, par contre, parfois, on se rend compte qu'il y a quand même il y a un monde de sourds malentendants et il y a notre monde d'entendants. Et du coup, ça, peut-être que ça peut être vexant un peu de pas trouver le sens de l'expression. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette expression? Enfin, de vouloir calquer une culture sur une autre. Ouais, difficile de tout traduire, quoi. Mais après, j'ai pas d'expérience non plus où la personne s'est vraiment vexée en face. Mais là on parle beaucoup de la LSF et finalement, enfin au-delà de la LSF, de quand on communique avec quelqu'un dont on n'a pas la même langue en fait. Mais est-ce que entre collègues, ça a pu vous arriver ça aussi? Vous dites quelque chose à un collègue et en fait vous revenez le lendemain et soit il a fait n'importe quoi, soit il n'a pas compris, ou pourtant moi c'est arrivé l'autre jour à Hayat, on a échangé des SMS sur une organisation du matin et on est tous les deux encore persuadés d'être dans notre bon droit à l'heure actuelle. C'était la faute de Sylvain. C'était la faute d'Hayat. Mais il a annulé une de mes réunions. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en vrai, on s'est pas compris. Ouais, on s'est pas compris. Est-ce que vous, ça vous arrive, encore une fois, au-delà de la question de la langue? Mais je tiens à préciser que je me suis retrouvée à 8h du matin dans une salle de réunion, il n'y avait personne. J'étais quasiment toute seule. Ouais, moi ça m'est arrivé. Alors c'est mignonné, on va dire, mais quand j'étais sur le service enfant, j'étais avec donc on travaille par binôme. Et donc avec ma collègue, toutes les semaines, on préparait des activités manuelles pour les enfants. Donc on les anticipait donc une semaine à l'avance. Et en fait, à chaque fois, on savait sur quoi on partait, si on partait sur l'automne. Et elle commençait à me dire, on va faire ça, on va prendre du papier, on va faire des trous, mettre des ficelles. Et en fait, je ne comprenais absolument rien à ce qu'elle me disait, s'il n'y avait pas de visuel. Et donc, quand on arrivait le jour J, donc le lendemain ou la semaine d'après, où on avait fait totalement 2 trucs différents. Voilà, qui n'avaient aucun sens. L'important, c'est que les enfants avaient une activité manuelle, quoi qu'il arrive. Voilà. Oui, c'est mignon. Oui, c'est mignon. Et parce que, Sylvain disait tout à l'heure, il n'y a pas que la LSF aussi. Il y a quoi aussi?
vous utilisez quel mode de communication avec les gamins que vous accompagnez? Avec les jeunes ou entre collègues Les deux. Les deux, en fait, ouais. Nous, entre collègues, on a ce qu'on appelle des to-do list, des tâches, un petit carnet où voilà, on s'écrit ce qu'on doit faire. Des to-do list qui sont bien entendu anonymisés. Oui, évidemment. Et qui respectent tous les codes de la Convention de Genève. Tout à fait. Pas de nom, pas de Exactement. prénom, pas de... Et c'est vrai qu'on fonctionne beaucoup comme ça. Après, on a les réunions aussi. En fait, nous, cette année, notre fonctionnement, c'est qu'on est en binôme. On fonctionne sur des roulements. Donc, on a une équipe de jour et une équipe d'internat. Et on a une réunion qui va réunir en fait toute l'équipe. Et c'est surtout avec cette réunion où on prend les décisions, etc. Et c'est vrai qu'on le voit aussi pendant cette réunion, les décisions qu'on a décidé de mettre en place, on va les appliquer, on s'en rend compte de manière différente en fonction de chaque binôme. Et c'est arrivé, je sais pas, peut-être au bout d'1 mois, ah mais vous fonctionnez comme ça avec tel jeune, ah vous fonctionnez comme ça. Et donc voilà, je sais pas si ça représente un peu ces difficultés ou en tout cas ce quotidien dans le travail d'équipe et la communication, mais on a pu se rendre compte de ça. Il y avait sur les postes de chef de service, je trouve qu'il y a des fois des exigences de transparence dans la communication, c'est-à-dire que comme si on a des attendus vis-à-vis de nous d'avoir une communication parfaite et complètement transparente en tout instant et tout le temps. Et des fois, en fait, on se trompe dans la communication. Et puis il y a des choses aussi qu'on ne dit pas alors volontairement. Voilà, ça peut arriver, mais c'est pas la plupart du temps. Mais il y a quand même, je trouve que l'enjeu de la communication dans les institutions, c'est quand même quelque chose d'extrêmement fort où rapidement ça peut être teinté dans on ne nous dit pas tout ou alors qu'en fait il y a tellement de paramètres dans des informations que finalement je trouve être dans cette transparence pure ça n'existe pas vraiment. Et c'est trop compliqué, je trouve. Mais du coup, en fonction de ce que vient de dire Sylvain, est-ce que vous avez des situations ou des moments où il y a des situations qui se sont dégradées à cause d'un manque de communication ou d'une erreur de communication ou d'interprétation? Est-ce que vous êtes retrouvés vraiment dans une grande galère, mais pas dans le bon sens du terme? Oui. Avec les jeunes ou avec les collègues, ça peut arriver. Ou pas, hein? Oui, non, mais je sais pas. Je sais pas si c'est un problème de communication ou juste de peut-être d'application. C'est-à-dire que peut-être qu'on va appliquer les choses différemment, mais que nous, on aura. C'est notre perception des choses aussi, parce qu'il y a aussi notre personnalité. Et peut-être que dans ces moments-là, alors c'est pas que ça crée des conflits, mais en tout cas, on applique ce qu'on a perçu différemment, et après. Parce qu'en fait, quand on parle de communication, en fait, souvent ce qu'on met derrière, moi, c'est le fait de se dire quelque chose, de se comprendre, d'être en lien, en relation. Et est-ce que parfois, quand vous êtes en difficulté pour finalement comprendre la personne ou vous faire comprendre, est-ce que ça vient nuire quelque part à la relation? Est-ce que ça met en tension les choses? Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Pour moi, en tout cas, un désaccord ne veut pas dire que la communication est mauvaise. On peut être en désaccord, encore plus dans notre job, et heureusement. Mais l'important, justement, c'est de pouvoir communiquer et se dire les choses. Mais en tout cas, moi, ça ne me parle pas d'avoir été... je me rappelle d'une collègue avec laquelle j'étais jamais en accord. C'était très, très rare. On pouvait se le dire. Et après, les réunions régulaient et les chefs de service devaient réguler ça. Pour pouvoir, donc ça peut être compliqué parfois, mais c'est pas un quotidien. Tout à l'heure, on entendait Thierry Lhermitte qui s'agace un peu parce que l'autre il comprend rien en fait. Et est-ce que finalement ça aussi, des fois on a des choses à dire à ses collègues, mais on ne sait pas comment l'autre il va comprendre, et peut-être que s'il comprend pas bien ce qu'on va lui dire, du coup ça va me saouler. Donc
et la peur que ça monte en pression finalement Ouais. et du coup on préfère passer à l'as. Est-ce que ça c'est des choses moi oui, ça m'est je arrivé pense, 20 hein. fois. Oui, moi aussi. Oui, Ça c'est m'est arrivé. Hein. J'ai une collègue, quand j'étais éduque, d'origine mexicaine. Et la pauvre, enfin, il y a des mots qu'elle ne comprenait pas. Surtout quand le psychologue commençait à parler de transfert, de contre-transfert, de tout ça. Et elle nous dit, je comprends pas. Et elle me dit, mais attends, on va pas passer la réunion à traduire, en fait. Ça va être trop compliqué. Et elle s'était vexée, en fait. Et ça avait été super compliqué. Et à la fin, elle a fini par démissionner parce que on n'y arrivait pas, en fait. Elle était vraiment en décalage. Et c'est pas qu'on voulait pas faire d'efforts, mais c'est qu'en fait, ça nous demandait un effort supplémentaire de traduire. Et des fois, ce qui était assez subjectif, finalement. Et c'était un peu compliqué. Moi j'avais eu ça avec un collègue qui était vieux, vraiment vieux. Et en fait C'est une autre génération. il était persuadé qu'il était doué en informatique, mais il n'était pas doué en informatique. Et la difficulté qu'on avait, c'était que dès qu'on essayait, avec beaucoup d'enveloppement, de rondeur, etc., de lui prodiguer des conseils sur il pourrait faire différemment, et tout de suite, c'était mal perçu, quoi. Alors que l'intentionnalité elle était vraiment différente, mais ça restait compliqué. Oui, c'était bienveillant, mais lui ne le prenait pas de cette façon-là. On savait plus comment l'aborder. Ouais. On savait plus trop. Et in fine, ça a commencé petit à petit à désorganiser un ensemble, quoi. Et c'est là où ça devenait un peu compliqué, je pense. C'est difficile aussi parfois de communiquer avec ses collègues parce qu'on veut pas faire de reproches et en même temps on n'est pas sûr d'avoir raison, personne n'a jamais vraiment la solution, mais c'est vrai que parfois on peut se retrouver en difficulté pour dire ce qu'on a sur le cœur. Voilà. un peu, ouais. Oui, voilà, c'est ça. C'est encore Ouais, plus. Voilà, je pense que les choses négatives sont beaucoup plus Tu me difficiles à fais dire que... une transition super. C'est vrai. Des mots, des masses de mots. Y a des mots, demasiado. Y a des mots comme si l'on pleuvait. Y a des mots comme te quiero. Y a des mots, c'est des couteaux que te matan en silencio. Mais pour ce qu'il y a entre sa peau et ma peau, y a pas de mots, y a pas de mots qui tiennent ni même celui-là. Et je bois la Sestrelias qui court sur les bords de ta peau. C'est du silence à pleuvoir des couteaux. Y a des mots, des masses de mots. Y a des mots, demasiado. Y a des mots comme si l'on pleurait. Il y a des mots, des vastes mots. En fait, ce dont il parle un petit peu dans cette chanson, c'est il y a des mots d'amour, il y a des mots, c'est des couteaux, il y a beaucoup de mots. Et malgré tout, pour ce qu'il y a entre ta peau et ma peau, il n'y a pas de mots. À un moment donné, malgré tous les mots qu'on a dans la langue française, en plus, on a la chance d'être dans différentes langues, des fois, il n'y a pas de mots. Et on n'arrive pas à trouver les mots. Et à ce moment-là, finalement, c'est le corps qui parle. Et c'est notre façon d'être au monde, notre façon d'incarner le monde
qui parle. Et c'est un petit peu ça la question que j'avais. Est-ce qu'il y a eu des fois comme ça où, en dépit des différentes langues que vous avez, en fait, il n'y avait plus de mots, il n'y avait plus rien à dire, et c'est les gestes qui permettent cette communication. Oui, ou le regard aussi, c'est vrai. C'est vrai que parfois, que ce soit entre collègues ou même avec les jeunes, hein, on se regarde, surtout avec les collègues, on se regarde, on peut se comprendre, surtout pendant les réunions par exemple. Puis après, tout simplement, il y a des jeunes qui sont non-verbaux, qui oralisent pas. Et dans ce cas-là, ça marche beaucoup avec le regard, la connaissance du jeune aussi. D'où l'importance de les accompagner finalement dans le quotidien et d'apprendre à les connaître. Même encore aujourd'hui, on a beau accompagner des jeunes depuis 2-3 ans, parfois on ne comprend pas forcément ce qu'ils veulent nous dire ou on n'arrive pas à se faire comprendre. Et oui, effectivement, au-delà de la parole, au-delà des mots, le regard, les gestes sont importants, la posture du corps, les mimiques. Ouais. Et c'est vrai qu'on a une situation très très récente où on avait une jeune fille qui voulait pas regagner sa chambre d'internat, et c'était intéressant parce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu de mots, il n'y a rien eu. Elle m'a regardé, elle a haussé les épaules, et là je sais pas pourquoi à ce moment-là j'ai su que c'était bon, elle pouvait regagner l'internat. Et voilà, il n'y avait pas de mots, il n'y avait rien, et c'est sa façon d'être au monde qui autorise ça. En fait, on observe vachement et il y a notre ressenti qui joue beaucoup aussi. Au final, dans des situations comme ça, en plus complexes. Mais ça veut dire quoi, que c'est la sensibilité, votre sensibilité et votre capacité avec le temps à décoder ces jeunes-là, en fait. Est-ce que c'est ça qui vous permet de débloquer certaines situations ? Plus on les connaît, plus c'est facile, entre guillemets, oui, de pouvoir les comprendre sans mots, je pense. Et il y a toute l'observation fine qu'on fait aussi quotidienne en tant qu'éducateur. Et est-ce qu'on pourrait toujours, parce que ça arrive effectivement de fonctionner et de se comprendre à travers le corps, et il n'y a pas de mots, mais finalement, est-ce que ça c'est quelque chose qui tient tout le temps, ou est-ce que c'est dans des situations très particulières ? Est-ce qu'on peut considérer qu'une personne, un enfant, ce sera toujours son mode de communication, d'être au monde comme ça, avec son corps, juste avec des regards adressés ou pas, et que tout le travail, c'est justement d'être ouvert à ça et d'être capable de reconnaître. Mais je pense qu'on peut pas attribuer un seul mode de communication à une jeune. Alors oui, moi je pense à une jeune notamment cette année qui n'oralise pas mais qui entend par contre. Et en fait, donc on marche beaucoup, on fonctionne beaucoup avec elle à travers le regard, le pointage, la guidance physique aussi. Elle peut nous emmener d'un point A à un point B. Mais à côté de ça, on va essayer toujours de développer d'autres outils de communication, que ce soit les images ou les photos, etc. pour jamais se limiter en fait à un seul mode de communication. Ouais. Mais ça, c'est vous du coup qui l'introduisez. Mais est-ce qu'elle, vous sentez qu'elle est réceptive et qu'elle a envie finalement de ça, ou est-ce qu'elle sa façon de faire, ça suffit pour elle, en fait, elle arrive à se faire comprendre? Ou est-ce que c'est parce qu'il faut qu'il y ait une forme de normalité à avoir une communication qu'on appelle un peu adaptée est-ce que c'est un impératif Est-ce qu'on est des agents de normalisation de la communication quelque part ? Oui, parce que finalement, regarde, elle te prend par la main, elle te montre et j'ai compris ce que tu veux. Oui, c'est très clair quand elle veut sortir. Voilà. Mais c'est une vraie question parce que en fait, justement, par rapport à cette jeune, elle a des boutons enregistreurs où elle doit appuyer et le bouton oralise ce qu'elle veut. Par exemple, je veux manger ou je veux boire. Sauf qu'en fait, typiquement, la dernière fois, elle a pris un verre d'eau et m'a montré le verre d'eau. Donc en fait, on comprend qu'elle veut boire de l'eau.
Et du coup, on lui donne le bouton et on lui dit bah non, tu dois appuyer sur ce bouton. Mais finalement, en fait, elle avait déjà communiqué avec sa communication à elle. Et nous, en fait, c'est vrai qu'on a tendance, avec tous les protocoles, et à vouloir aussi généraliser finalement un outil. Parce que nous, ce qu'on se dit, enfin, en tout cas, ce que je me dis, c'est que plus tard, ils vont se retrouver dans un centre de vie, un foyer de vie, ou en tout cas un centre spécialisé, qui potentiellement vont utiliser ces outils de communication. Donc nous, ce qu'on veut, c'est les initier à utiliser ces outils pour que ça soit plus facile après. Mais quand on y pense et quand on y réfléchit, elle a communiqué en fait, tout simplement. Ouais, elle s'est exprimée, vous avez très bien compris. Donc est-ce qu'il faut le formater ou le formaliser le discipliner, en fait, c'est ça qui... Il y a quand même une longue tradition dans le milieu médical, médico-social, psychiatrique notamment, autour de la normalisation des comportements, de discipliner ses corps, etc. Et quelque part, on retrouve de ça, ça s'écarte de la norme, de ce qu'on entend par la communication. Donc du coup, on se dit, il faut que, pour qu'elle puisse intégrer un établissement normal, il faut qu'elle communique différemment. Et donc là, on va venir appuyer sur quelque chose, mais ça pose vraiment des questions de fond sur comment on considère la personne dans ce qu'elle décide pour elle-même et par elle-même. Oui, parce qu'on se dit qu'on veut qu'elle ait une communication adaptée, mais est-ce qu'en fait, c'est pas à nous d'adapter notre communication envers elle? Enfin, c'est vrai. Tant qu'on se comprend. Après, c'est vrai que là où actuellement sur le groupe, on a plein de modes de communication différents selon les jeunes, quoi. Enfin, c'est vraiment du cas par cas. Ouais. on essaye vraiment d'individualiser au maximum quand même. Donc il y a de la LSF, des boutons enregistreurs, des tablettes, des pictos, il y a des tablettes. Bienvenue à la FNAC éducative. C'est ça. Des pictosignes aussi, parce qu'on parle beaucoup de pictos, mais faut inclure aussi la LSF dans les pictos pour ceux qui s'en saisissent. Quoi. Ouais. Et est-ce que en réunion, ça vous est déjà arrivé de sentir soit le climat qui change, soit au moment où vous vous asseyez, vous dites là c'est tendu quoi. Oui. Après, on est peut-être biaisé par l'ordre du jour de la réunion où on sait qu'on va aborder tel sujet, et du coup on peut peut-être sentir une atmosphère un peu compliquée parce qu'on sait qu'on va parler de ça. Mais oui. Elle se traduit comment? C'est quoi qui factuellement vous fait toucher du doigt que c'est tendu? C'est votre propre projection finalement, ou c'est je sais pas, un regard qui est pas adressé, ou le silence souvent. Enfin, j'ai l'impression que souvent quand on va aborder un sujet qui est pas très agréable, il y a un petit silence, les gens s'assoient doucement, c'est pesant, posent les affaires, c'est pesant, ils posent leurs affaires doucement, personne ne se parle. Et c'est le langage corporel pour le coup, qui donne le tempo. Ouais, le tempo un petit peu. Ouais. Et là, on se dit, on va avoir une sale annonce. C'est déjà arrivé. Bon, en général, on essaie de vous épargner quand même sur les salles annonces, on les prépare en amont, etc. Et est-ce que ça vous est arrivé d'être en désaccord sur les modes de communication entre collègues? Dire non, moi je ne vais pas utiliser les boutons enregistreurs ou la tablette ou peu importe. Moi j'arrive à comprendre et à me faire comprendre avec ce jeune en particulier. Peut-être avec les corps de métier qui sont différents aussi. Je pense on travaille avec des orthophonistes, des psychologues, des psychomotriciens, etc. Et moi personnellement, c'est vrai qu'au début, avec l'orthophoniste actuelle de mon travail, en fait, elle voulait que j'utilise les pictogrammes, officiels du PEX. Sauf que moi, le jeune que j'accompagnais, je percevais que dans le quotidien, il se saisissait pas du tout de ces pictogrammes. Par exemple, un bus en dessin, c'est facilement compréhensible, mais une personne qui fait la queue derrière d'autres personnes et qui doit attendre, par exemple, pour lui apprendre juste à faire la queue, je trouvais ça plus difficile à la compréhension, parce qu'en fait, c'est juste des petites personnes à la suite. C'était pas assez représentatif. Voilà, je trouvais pas ça très représentatif.
Et c'est vrai que du coup, moi, je préférais passer par les photos pour après, pendant un temps, qu'ils se saisissent d'abord des photos concrètes et donc des photos avec lui et d'autres personnes. C'est-à-dire qu'on va ensemble à tel endroit. Là, il doit faire la queue pour prendre le bus. On prend en photo la queue. Comme ça, il a déjà vécu. Et après, l'idée, c'était d'associer le nouveau pictogramme avec la photo et travailler comme ça. Et c'est vrai que du point de vue de l'orthophoniste, qui est formé en CAA, en communication alternative adaptée, il fallait passer directement par les pictogrammes. Donc on a eu quelques petits désaccords à ce sujet. Et voilà. Bon, je lui ai pas dit, mais je suis passée par la photo. C'est ça, elle nous écoutera pas. Voilà. Si elle se reconnaît, elle est désolée. Mais on a le cas aussi, par contre, d'une jeune à l'inverse qui veut signer, qui essaye de signer, dont on a beaucoup de mal à comprendre et qui ne veut pas, qui refuse de se saisir de la tablette. Donc là, c'est compliqué aussi niveau éthique. Et pourquoi elle veut absolument signer ? Elle reste dans les signes. Elle refuse quand même beaucoup la tablette de CAA, du coup, avec nous, l'utilisation. La CAA, c'est communication alternative et améliorée. C'est plein d'outils de communication qu'on peut mettre en place pour les jeunes. C'est un gros résumé. D'accord. Et du coup, on se heurte aussi à quoi faire. Enfin, moi, typiquement, cette jeune, j'apprends à la découvrir cette année et je ne la comprends pas du tout. Enfin, je ne sais pas si j'ai déjà compris une phrase entière. En LSF, c'est ça ? En LSF, ouais. Donc, mais elle persiste parce que elle pense qu'on la comprend, parce que c'est la langue qu'elle a choisie finalement. Qu'est-ce qui fait que c'est ça. Je pense que c'est la langue qu'elle a choisie. Alors, c'est pas sa langue maternelle, si je me trompe pas. Parce qu'il y a ça qui peut jouer aussi chez les jeunes. S'ils ont des parents sourds, s'ils ont baigné dans leur langue, comme nous, le français. Mais elle a eu diverses langues parce qu'elle est d'origine étrangère. Donc je pense qu'elle a peut-être eu du mal aussi à se trouver avec toutes ces langues-là différentes. Et je pense que oui, c'est typiquement elle la langue qu'elle a choisie, mais les configurations sont ultra difficiles à percevoir, quoi. Après, c'est une jeune adolescente très coquette. Et je pense que, pour moi, peut-être que la tablette la différencie trop des autres aussi. C'est-à-dire un marqueur de handicap. La renvoie, peut-être négatif, peut-être là aussi. Là où la LSF, c'est un peu cool. Oui. C'est une communauté. Du coup, tu appartiens à une communauté. C'est vrai, appartenance à un groupe. Et oui. Après, c'est intéressant parce que ça veut dire que si on prend la possibilité de communiquer comme quelque chose de fondamental dans notre façon d'être humain, en fait, du coup, si nous, on vient infléchir ces décisions de communication, ces choix qu'elle fait, est-ce que quelque part, on ne vient pas aussi infléchir sur sa façon d'être, elle, sur ce qu'elle est intrinsèquement. Et c'est compliqué, c'est compliqué. Si tout un chacun, on nous disait, non, ta langue, ce sera ça, oui, t'es gentil, mais moi, ma langue, c'est ça. On vient un peu entraver finalement un des points clés de l'accompagnement éducatif, qui est l'autodétermination finalement. Parce qu'on veut qu'il soit autonome, on veut qu'il fasse des choix. Et là, on vient un peu imposer dans l'idée de faciliter finalement son quotidien. Mais est-ce que... c'est là où pour le coup, son autonomie, son choix qu'elle fait pour elle-même, finalement va la rendre extrêmement dépendante des personnes qu'elle aura, qui seront plus ou moins amenées à faire des efforts pour la comprendre en fait. Là où finalement, si on lui laisse moins d'autonomie, on lui dit non, tu n'as pas le choix, ce sera la tablette, elle sera certainement plus indépendante. Donc c'est là où ça devient un peu compliqué. Et comment on arbitre ça, je n'en sais rien, vous avez 4 heures. Mais après, moi je trouve que c'est toujours hallucinant de voir des professionnels, et généralement ce sont les éducateurs, la capacité qu'ils ont à décoder des gamins. Moi je me suis retrouvée face à une jeune qui criait, mais elle vocalisait, c'était assez particulier. Il y a l'éduc qui passe, qui me dit « Ah non, mais ça c'est le cri, c'est parce qu'elle a mal, elle va avoir ses règles. » Je dis « Ok. » Donc en fonction du cri, ça veut dire quelque chose. Donc tu as repéré que tel cri, ça veut dire ça, que tel son, ça veut dire ça.
Tu as l'oreille absolue, quoi. Mais j'imagine que moi ça me le fait, mais je sais que ça le fait pour chacune d'entre vous. Quand on est en réunion, quelle que soit la structure finalement où on est, on entend un cri, on sait qui c'est Oui. et on sait le degré d'alerte qu'on doit avoir. Enfin, Oui, mais parce qu'on peut aussi reconnaître le son. Mais là, j'avais vraiment l'impression que, comme avec les parents qui reconnaissent les sons de leur bébé, de ce que ça veut dire, il y a cette capacité aussi chez certains professionnels à reconnaître quelque chose de très, c'est très instinctif en fait. Tu vois, c'est assez hallucinant à chaque fois. Après, c'est vraiment du quotidien, quoi. On est tellement au quotidien avec eux que, à force aussi, je pense, de les connaître, de les côtoyer, de se découvrir, on sait mieux, on va dire, les décrypter. Mais je pense que c'est de la même façon, ça se joue pas au même niveau, mais il y a des mêmes. On peut retrouver les mêmes patterns un petit peu sur des collègues, où le collègue il arrive. Oui. On sait en un regard, on sait parce qu'il est arrivé un petit peu en retard, ou on sait que parce que machin, on sait tout de suite. Ma collègue est arrivée très en retard ce matin. Et on sait tout de suite si ça va ou pas. Si ça va ou pas. Et je trouve qu'on retrouve ça assez rapidement. Oui, c'est vrai. Bon, je vous propose qu'on s'arrête là. Ben oui, merci Marie-Ange, merci à Alice de nous avoir raconté ces petites anecdotes et de nous rappeler à quel point la communication, oui, c'est important, développer des modes de communication, c'est important. C'est surtout de se faire comprendre et de comprendre l'autre qui reste au cœur de notre travail. Merci beaucoup. à vous. Merci. Vous n'hésitez pas, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta. Et surtout, si vous avez des anecdotes à venir partager, vous venez à notre micro. Merci à tous. Merci. Des mots, des masses de mots. Y a des mots demasiado.